Le 15 octobre 2019, des ouvriers qui inspectèrent le terrain d'un chantier abandonné appelé Ballinock Marina à Ballinock tombèrent sur une découverte étrange. D'un bloc de béton pendait une silhouette. À côté gisait sur une surface un téléphone avec une note ouverte. Elle ne contenait qu'une phrase courte. « Je ne peux plus. Pardonnez-moi. » Le chantier était vide depuis longtemps et les habitants savaient exactement que les jeunes s'y rassemblaient souvent. Le terrain était ouvert et sans surveillance, donc personne ne s'étonnait que les gens y entrent sans obstacle. C'est exactement là qu'ils virent ce que la police arrivée plus tard consigna dans le procès-verbal. L'enquête se déroula rapidement. Une silhouette dans un nœud coulant fait de cordes de construction. À côté la note sur le téléphone. Il n'y avait pas de traces de lutte. Le terrain était propre. À première vue, tout semblait être un cas clair. La patrouille nota cela dans son rapport comme une issue tragique, mais compréhensible. Mais précisément cette clarté s'avéra trompeuse. La note, qui ressemblait à un dernier mot, n'était que le début d'une histoire qui allait bientôt prendre une direction complètement différente. L'image que la police trouva sur le chantier semblait sans équivoque. Mais quand commencèrent les premières conversations avec l'entourage d'Aoif, tout parut beaucoup plus compliqué. Trop de choses dans sa vie ne correspondaient pas à la version qui fut consignée dans les rapports, les enseignants de saint. Jude se souvenait d'elle comme d'une élève exemplaire. Pas une star de l'école, mais quelqu'un sur qui on pouvait compter. Elle faisait ses devoirs ponctuellement. En classe, elle n'était pas conflictuelle. Et avec ses camarades, elle se comportait avec assurance. S'il y avait des moments où son humeur baissait, cela ressemblait à des fluctuations normales typiques de l'âge, rien de spécial. Lors des réunions de parents, le nom d'Aoif était rarement mentionné, et quand c'était le cas, c'était dans un sens positif. Les voisins la décrivaient comme calme et polie. Le soir, ils la voyaient souvent rentrer à pied de l'école avec une amie. Parfois, elle allait au magasin pour quelque chose de petit, une bouteille d'eau, du chocolat. Un quotidien dans lequel ne se cachait pas la moindre indication qu'un plan d'adieu puisse mûrir dans sa tête. Les parents répétaient lors des interrogatoires toujours la même chose. Oui, il y avait les disputes familiales habituelles, sur les notes, sur les devoirs à la maison, mais rien qui sortait du cadre. Selon leurs mots, elle s'était comportée calmement ces derniers jours. Aucun changement d'humeur n'était notable. Elle s'asseyait dans sa chambre, écrivait sur son téléphone, riait quand elle recevait des messages. Pour la famille, cela semblait familier, même trop familier. Même les amis les plus proches ne pouvaient se rappeler un seul signal alarmant. Siobhan, sa meilleure amie, raconta qu'elle voulait aller ensemble à Cork pour des concerts, parlaient d'achats et discutèrent de l'avenir. Aucune conversation sur le fait qu'elle soit fatiguée de tout ou qu'elle ne voit pas d'issue. Tout le contraire. Il semblait qu'il y avait beaucoup de projets à venir et que la vie ne faisait que prendre de l'élan. Ainsi se forma une image étrange. D'un côté, la scène de crime, le téléphone, la note. Tout ressemblait à une histoire fermée qui ne soulevait pas de questions. De l'autre côté, dans sa biographie ne se trouvait pas un seul déclencheur évident. Le rapport officiel correspondait aux preuves, mais différait complètement de l'image que sa famille et son entourage avaient d'Aoif. Cette contradiction devint la première fissure dans la version de la police. Un cas qui aurait dû être rapidement clos obtint soudain une nouvelle profondeur. Et c'est précisément dans ce contexte qu'allait apparaître une déclaration qui bouleverserait définitivement le cours des enquêtes. La première à rompre ce calme apparent fut Siobhan. La meilleure amie d'Aoif apparut au commissariat 2 jours après l'incident. Elle ne vint pas seule, avec un téléphone à la main et des larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Ces mots furent ceux qui firent douter la police pour la première fois de la version commode de l'adieu volontaire. Dans le procès-verbal d'interrogatoire est conservée une phrase qu'elle prononça presque en criant. C'était la quête finale. Selon ces mots, jusqu'à la fin, il n'existait aucune note dans les enregistrements. Elle montra un historique de chat dans un messager chiffré dans lequel Aoif participait à un jeu appelé
Crépuscule. Les tâches y étaient données par un utilisateur anonyme sous le pseudonyme Morpheus. Tout ressemblait à une compétition étrange, où il fallait accomplir des missions de plus en plus risquées pour atteindre le niveau suivant. Au début, tout semblait inoffensif. Peindre un graffiti sur le mur d'un pub, voler quelque chose de petit dans un magasin. Mais graduellement, les tâches devinrent plus dures. Se coucher sur les rails devant un train. Se faire une coupure pour, comme le disaient les règles, libérer l'obscurité. Aoif accomplissait tout sans exception. Siobhan expliqua. Elle était considérée comme l'une des meilleures participantes, était respectée par les autres, et Morpheus la louait ouvertement. C'est précisément cela qui rendait l'histoire dangereuse. Lors de l'interrogatoire, l'ami remit au policier des captures d'écran du chat. On pouvait y voir non seulement les instructions, mais aussi un système de niveaux. Le 10e niveau s'appelait « Ascension ». Selon Siobhan, c'était précisément la dernière étape pour Aoif. Dans ces mots, il n'y avait aucun doute. Elle était convaincue que l'adieu ne s'était pas produit de sa propre volonté, mais comme accomplissement de la tâche finale. Après cette déclaration, le statut de l'affaire changea instantanément. Il ne s'agissait plus de la décision tragique d'une seule personne, mais de tout un système où quelqu'un contrôlait les actions d'autres depuis l'ombre. À partir de ce moment, l'enquête devint officiellement une affaire criminelle et l'affaire principale du département. Quand la police reçut des informations sur Crépuscule, il devint clair. Avec des méthodes conventionnelles, cette affaire ne pouvait être close. Les enquêteurs firent face à une tâche complètement nouvelle, trouver un curateur qui n'existait pas dans la réalité, qui se cachait derrière le pseudonyme Morpheus. Pour une petite ville, où les pires délits étaient des bagarres devant le pub ou le vol d'un vélo, une telle histoire sonnait comme quelque chose d'un autre monde. Mais c'est précisément à partir de ce moment que les enquêtes atteignirent un nouveau niveau. La première étape fut les interrogatoires. Les camarades de classe d'Aoif, ses connaissances de l'école, ceux qui avaient ne serait-ce qu'une fois chatté avec elle, furent amenés au commissariat. La plupart nièrent leur participation au jeu, mais la police avait déjà les captures d'écran de Siobhan et savait. Dans la ville, il y avait des dizaines de participants. Beaucoup essayèrent de se taire, avaient à peur d'admettre qu'ils avaient accompli des tâches. Leur silence ne faisait que confirmer que l'histoire avait une ampleur beaucoup plus grande. Parallèlement, des experts en cybercriminalité commencèrent à analyser l'historique du chat. Morpheus agissait prudemment. Proxys anonymes, VPN, messages chiffrés. Tout indiquait qu'il était expérimenté et bien préparé. Les traces sur le réseau se coupaient, comme si elles avaient été intentionnellement effacées. Mais la police comprenait. Si une personne s'était montrée dans le monde réel, elle devait avoir laissé une trace là où on ne peut pas l'effacer. C'est précisément pourquoi l'attention se dirigea à nouveau vers le chantier lui-même. Une nouvelle enquête du terrain apporta un résultat. Sur une plaque de béton, à côté du téléphone d'Aoif, les techniciens criminalistiques remarquèrent une faible trace d'une tasse de café. Par la forme et les bords caractéristiques, il s'agissait d'une tasse du café local The Daily Grind, qui n'était qu'à quelques minutes de l'école. La tasse semblait à première vue n'avoir rien à voir avec l'affaire, mais tout ressemblait à ce que quelqu'un ait été présent à ce moment et ait observé. Cette découverte ouvrit une nouvelle piste. La note sur le téléphone ne semblait plus être le seul indice. Maintenant, la police avait deux directions. Essayer de percer le camouflage numérique de Morpheus et parallèlement découvrir qui aurait pu se trouver sur le chantier cette même soirée. À partir de ce moment, les enquêtes n'étaient plus une question de supposition. Elles avaient un objectif concret. Trouver celui qui contrôlait le jeu depuis l'ombre. Liam fut le premier nom sur lequel la police porta sérieusement son attention. Dans la petite ville, tous savaient qu'il avait été proche d'Aoif et que leur relation ne s'était pas bien terminée. Pour les enquêteurs, une telle connexion semblait trop évidente pour l'ignorer. L'ex-petite amie, la jalousie, la compétition dans le jeu,
Tout cela s'inscrivait dans une image simple et compréhensible. Les enquêteurs passèrent en revue les historiques de chats et parlèrent avec les camarades de classe. Dans les conversations apparurent des détails connus. Liam ne cachait pas qu'il lui était difficile de voir comment Aoif montait toujours plus haut dans le classement de Crépuscule. Lui-même participait activement, mais restait en deuxième place. Pour les jeunes, le jeu devint rapidement une mesure de popularité et de reconnaissance. Et pour Liam, cela ne signifiait qu'une chose. Il était éternellement dans l'ombre. Certaines connaissances racontèrent à qu'il pouvait réagir brusquement quand son nom était mentionné. Si quelqu'un commençait à parler du fait qu'Aoif avait encore accompli une tâche, il interrompait ou coupait la conversation. Dans les historiques de chat se trouvaient des allusions. Liam écrivait qu'elle était trop impliquée et que cela ne peut pas continuer longtemps comme ça. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à un premier motif réel. Un facteur supplémentaire était qu'il connaissait ses habitudes mieux que quiconque. Liam était présent quand elle commençait juste à participer à Crépuscule. Il comprenait comment le jeu était construit, quelles tâches apparaissaient, connaissait ses faiblesses et ses peurs. Pour la police, c'était un détail important. C'est précisément lui qui aurait pu la pousser au bon moment, caché sous le pseudonyme Morpheus. Dans le contexte de ces faits, sa candidature semblait convaincante. Les enquêtes avaient un focus concret. Liam fut convoqué pour interrogatoire. Son téléphone et son ordinateur portable furent vérifiés et ses données de mouvement furent demandées. Tout fut analysé. Où il était le jour de l'incident, avec qui il communiquait, quel message il envoyait. Ainsi l'enquête prit son premier tournant. Maintenant, l'histoire n'avait plus seulement un curateur sans visage sur le réseau, mais une personne vivante qui aurait très bien pu se trouver au centre des événements. Précisément, Liam devint officiellement le principal suspect, et l'attention de toute l'équipe d'enquête se concentra sur lui. Les enquêteurs plongèrent de plus en plus profondément dans les historiques de chat qu'ils purent récupérer des téléphones des participants. Plus ils lisaient, plus il devenait clair. Crépuscule n'était pas seulement un jeu, c'était un système de contrôle qui se construisait étape par étape. Au premier niveau, les tâches semblaient inoffensives. Photographie une vitrine la nuit. Peint un signe sur le mur d'un pub. De tels actes pouvaient facilement être écartés comme protestation juvénile ou désir de se faire remarquer. Mais dans les historiques de chat, le ton avec lequel Morpheus s'adressait aux joueurs attira immédiatement l'attention. Il ne distribuait pas seulement des tâches. Il créait une atmosphère comme si c'était une communauté secrète à laquelle n'appartenaient que les élus. Ensuite, les exigences devinrent de plus en plus dures. Dans l'un des chats se trouvait la tâche de s'allonger entre les rails sur une voie ferrée abandonnée et d'attendre qu'un train approche. La condition était de l'enregistrer en vidéo pour prouver l'accomplissement. Dans un autre cas, il fallait se faire une coupure au bras et envoyer une photo comme confirmation. Morpheus accompagnait tout cela de commentaires comme « Libère les ténèbres » ou « Seuls les forts avancent ». Précisément, ces phrases consolidaient le sentiment que le jeu était plus qu'un simple divertissement. Aoif était parmi ceux qui accomplissaient tout sans exception. Dans les archives de chat étaient conservées ses photos, tâches et brèves confirmations. Elle était l'une des rares qui avait presque atteint la fin. Pour les autres participants, c'était un exemple à suivre. Morpheus la louait ouvertement, et cela ne faisait qu'augmenter les enjeux. Pour la police, il devint évident. Il ne s'agissait pas seulement d'un divertissement Internet dangereux. C'était un processus soigneusement construit où les participants étaient menés étape par étape jusqu'à la limite finale. L'ampleur de la menace était beaucoup plus sérieuse qu'il ne semblait dans les premiers jours. Et maintenant, les enquêteurs n'avaient plus de doute. Morpheus devait être trouvé à tout prix. Quand Liam fut convoqué pour la première fois au commissariat, il vint à contre-cœur. On voyait immédiatement, il était tendu, en colère, essayait de montrer qu'il n'avait rien à cacher. Mais plus la conversation durait, plus son comportement devenait inquiétant. À certaines questions, il répondait brusquement, comme s'il lançait des répliques à l'enquêteur. À d'autres, il se taisait
baissait le regard et serrait les poings si fort que les jointures devenaient blanches. Selon le protocole, le premier interrogatoire se déroula dans un format assez simple, où il était le jour de l'incident, ce qu'il faisait, avec qui il parlait. Liam déclara avoir été à la maison le soir. Il y avait eu un dîner familial, et ses parents pouvaient le confirmer. Mais au lieu de raconter les événements calmement, il devint irritable. À la question sur les chats dans le Messenger, il répondit « Oui, j'ai joué. Et alors, tout le monde a joué. » À un autre moment, quand l'enquêteur mentionna le nom d'Aoif, il intervint brusquement « Arrêtez de parler d'elle. Elle voulait toujours être la première. » De telles paroles ne fournirent pas de preuves directes, mais donnèrent l'impression qu'il cachait quelque chose. Les enquêteurs notèrent chacune de ces phrases. Dans un protocole se trouve l'enregistrement. Le suspect se comporte de manière provocante, montre de l'agressivité, refuse de préciser les détails de la participation au jeu. En même temps, Liam répétait encore et encore qu'il n'avait forcé personne, que son rôle avait été minimal. Mais son ton agressif résonnait plus fort que tous les démentis. Ensuite, la situation devint encore plus tendue. Quand on lui montra l'historique de chat de Crépuscule, dans lequel il disputait avec Aoif sur sa position de leader, il explosa littéralement. Il frappa la table du poing et dit « Tout le temps, elle faisait comme si elle était meilleure que tous les autres. Mais je savais que ce n'était pas vrai. » L'enquêteur nota ce moment comme un éclat émotionnel. Pour le rapport officiel, un tel comportement semblait être une confirmation indirecte de son hostilité. Mais malgré toute la suspicion, aucune preuve directe ne fut trouvée dans les paroles de Liam. Son agressivité pouvait être un masque de la peur ou indiquer un motif caché. Pour la police, cela ne signifiait qu'une chose: continuer à travailler et chercher des traces qui ne dépendaient pas des émotions. Liam restait le principal suspect, mais ses déclarations ne suffisaient à un pas pour mettre un point final. C'est pourquoi les enquêteurs décidèrent de creuser plus profond et de revenir aux preuves trouvées sur le chantier. Quand la version avec Liam ne semblait plus convaincante, l'enquête décida de revenir au début et de réexaminer chaque preuve. Dans de tels cas, ce sont souvent les petits détails qui deviennent la clé. Et ainsi, l'attention se dirigea à nouveau vers ce qui, dans les premières heures des enquêtes, semblait presque insignifiant. La trace d'une tasse de café sur le bloc de béton à côté du téléphone d'Aoif. À l'époque, cela fut enregistré purement formellement dans le protocole. Mais maintenant, les enquêteurs décidèrent que même cela devait être vérifié. Le chemin commença au café The Daily Grind, un petit établissement au centre de Ballynock où le matin venaient des enseignants, des employés et des étudiants. Les baristas connaissaient presque tous leurs clients personnellement, alors les enquêteurs demandèrent ça rapidement. Qui a commandé du café noir à emporter récemment? La réponse fut inattendue. Les employés se souvinrent d'un homme qui était apparu plusieurs semaines de suite. Grand, toujours dans une veste sombre, il ne parlait que le nécessaire, commandait toujours la même chose et partait en silence. Ils remarquèrent immédiatement, ce n'était définitivement pas un étudiant. Ensuite commença le travail de routine. Visionner les enregistrements vidéo. Les caméras dans le café et dans la rue avaient enregistré des dizaines d'heures, et dans cette masse d'enregistrements, ils réussirent à reconnaître une silhouette familière. Un grand type avec une capuche qui s'efforçait de se détourner des objectifs. Il venait presque tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Il prenait son café et repartait immédiatement, sans s'attarder. Son comportement semblait étrange, comme s'il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui. La découverte la plus importante se produisit quand les enquêteurs visionnèrent l'enregistrement du 15 octobre. À 18h42, cet homme apparut à nouveau au The Daily Grind, prit sa commande et se dirigea vers la banlieue sud de la ville, exactement là où se trouvait le chantier abandonné Ballynock Marina. Le timing correspondait avec le soir où les ouvriers trouvèrent la silhouette d'Aoif. Pour la police, ce fut un tournant. Jusqu'alors, toute l'histoire tournait autour de Liam et sa possible jalousie. Mais la tasse de café montrait une image complètement différente. Il y avait une personne étrangère dans les parages
qu'aucun des jeunes n'avait même mentionné. Pas seulement un passant accidentel, mais quelqu'un qui avait laissé une trace exactement sur la scène de crime. Cette preuve signifiait que derrière le jeu Crépuscule pouvait réellement se tenir une troisième personne, un adulte qui observait les événements de loin. Maintenant, les enquêteurs avaient un nouveau fil. Le soupçon contre Liam ne semblait plus être le plus important. Au premier plan surgit la silhouette d'un inconnu qui non seulement contrôlait le chat dans le Messenger, mais était aussi présent dans le monde réel au moment de la tragédie. Et c'est précisément lui que les enquêteurs devaient retrouver ensuite. Après une série d'interrogatoires, quand les moments de suspicion autour de Liam s'intensifièrent, vint le moment de vérité. La police attendait les résultats des experts. Précisément, eux devaient confirmer ou réfuter la participation de Liam dans l'histoire de Crépuscule. L'atmosphère dans le département était tendue à ce moment-là. Une partie des enquêteurs croyait que l'affaire était proche de sa conclusion et ils avaient un coupable. Mais d'autres comprenaient que les émotions et le comportement lors des interrogatoires n'étaient pas encore des preuves. Tout devait être décidé dans les laboratoires et bureaux des techniciens criminalistiques. D'abord, les spécialistes examinèrent les données de l'opérateur de téléphonie mobile. Le téléphone de Liam était connecté au réseau tout le temps le soir du 15 octobre. La géolocalisation montra que l'appareil se trouvait dans la zone de sa maison en banlieue nord de Ballinock. Les données correspondaient aux déclarations des parents qui affirmaient, ce soir-là, ils avaient eu un dîner familial. De plus, le système enregistra des connexions et déconnexions au Wi-Fi domestique, ce qui signifiait que le téléphone n'était pas seulement à la maison, il était réellement utilisé à un moment donné. Mais la géolocalisation ne suffisait pas. Les enquêteurs demandèrent une ventilation détaillée des activités dans le messager. Les experts en cybercriminalité comparèrent les adresses IP depuis lesquelles Liam se connectait au réseau avec les adresses attribuées à Morpheus. L'analyse fut sans équivoque, aucune correspondance. Au moment où Morpheus écrivait aux participants et donnait de nouvelles tâches, Liam était en ligne depuis une adresse IP domestique normale enregistrée au nom de son père. Les adresses depuis lesquelles Morpheus agissait menaient profondément dans des chaînes de proxys et VPN et ne pouvaient pas être liées à un appareil spécifique à Ballinock. En parallèle, les techniciens judiciaires ont examiné l'ordinateur portable de Liam. Ils s'attendaient à trouver au moins des traces de base, l'utilisation de VPN, des chats cryptés, des programmes pour dissimuler les activités, mais rien de tel ne fut trouvé. Sur le disque dur, il n'y avait que des documents scolaires, quelques jeux et des applications standards de réseaux sociaux. Même l'historique de navigation semblait trop ordinaire. Musique sur YouTube, devoirs pour l'école, pages avec des nouvelles de football. Les spécialistes ont établi. Aucun signe n'a été trouvé sur l'appareil qui indiquerait une activité sous le pseudonyme Morpheus. Un détail supplémentaire fut fourni par la technologie de la maison elle-même. Le père de Liam, qui travaillait dans une entreprise de construction, avait installé une caméra de surveillance simple à l'entrée. Elle enregistrait automatiquement tout ce qui se passait devant la porte. Les enregistrements étaient conservés. On y voit clairement que Liam est sorti plusieurs fois dans la cour le soir du 15 octobre et est retourné dans la maison. Les moments de ses mouvements correspondaient aux marques d'activité de son téléphone. Il avait donc un alibi solide, soutenu par 3 sources indépendantes, les paroles des parents, les données du fournisseur de téléphonie mobile et les enregistrements vidéo. Dans le rapport des experts, la conclusion fut aussi claire que possible. Liam n'était pas présent sur le chantier le jour de la tragédie. Il ne pouvait pas être Morpheus et n'était pas impliqué dans les événements finaux. Ses paroles dures et son comportement agressif lors des interrogatoires s'expliquaient par son état émotionnel, mais ne furent pas confirmés par des actions. En fait, toutes les preuves contre lui s'effondrèrent. Pour la police, ce fut une douche froide. La première version, qui semblait pratique et logique, s'avéra être une fausse piste. Le principal suspect fut exclu du cercle des impliqués. Cela signifiait que les enquêtes étaient de retour au point de départ. Mais maintenant, ils avaient un nouvel indice en main, le gobelet de café et la silhouette d'un inconnu qui était clairement sur le chantier cette nuit-là. C'est précisément lui qui devint le nouvel objectif des enquêtes.
Lorsque l'expertise élimina définitivement les moments de suspicion contre Liam, les enquêtes se trouvèrent en suspens. D'un côté, c'était clair. Derrière l'histoire de Crépuscule se trouvait une personne beaucoup plus expérimentée et prudente. D'un autre côté, des preuves concrètes manquaient. Les enquêteurs virent là que Morpheus agissait habilement. Il utilisait VPN, chaîne de proxy, cryptage. Il semblait qu'il avait connu à l'avance toutes les faiblesses de la police et avait planifié ses pas pour ne laisser aucune erreur. Mais exactement de telles personnes se trahissent souvent par un seul petit détail. Dans le département des crimes cybernétiques commença le travail de routine. Les spécialistes téléchargèrent des milliers de messages qu'ils purent récupérer des téléphones des participants. Chat par chat fut examiné manuellement, chaque photo, chaque lien vérifié. Les filtres automatiques ne trouvèrent rien. Les traces étaient parfaitement camouflées. Donc les employés procédèrent selon l'ancienne méthode. Ligne par ligne, manuellement, ils vérifièrent protocoles et archives dans l'espoir de trouver ne serait-ce qu'une seule inexactitude. Le travail dura des jours. Parmi des centaines de phrases identiques de Morpheus, filme, confirme, libère l'obscurité, apparaissaient parfois des images qui servaient d'exemple. C'est précisément sur une telle image que s'arrêtèrent les experts. C'était la photo d'un graffiti envoyé il y a 6 mois. Le fichier lui-même était nettoyé de métadonnées, aucune information sur l'appareil photo, le lieu de prise ou le temps. Il semblait qu'ici aussi, il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Mais en regardant de plus près, ils remarquèrent en arrière-plan un détail, une petite girouette en forme de poisson. Au début, cela sembla être une coïncidence, mais l'un des détectives, qui avait grandi à Ballynock, reconnut immédiatement cette chose. Une telle girouette ne se trouvait que sur une seule maison dans la ville, un vieux bâtiment de 2 étages dans River Street, où vivait une veuve avec son fils. Le poisson sur le toit était une sorte d'attraction locale, devant laquelle passaient des dizaines de personnes, mais peu y prêtaient attention. Pour quelqu'un qui connaissait la ville depuis l'enfance, ce détail était un signe de reconnaissance immédiat. Cette découverte bouleversa tout. Pour la première fois, la police n'avait pas une supposition abstraite, mais un point concret sur la carte. La photo que Morpheus avait envoyée une fois dans le chat indiquait un lieu réel, et possiblement celui qui se cachait derrière le pseudonyme. Maintenant, les enquêtes revinrent de l'espace virtuel vers la vraie ville, où chaque pas et chaque rue pouvaient être vérifiés. La maison dans River Street devint immédiatement le point décisif pour les enquêteurs. Discrète, vieille, avec du plâtre qui s'écaillait et des portes rouillées, elle ne se distinguait pas des autres bâtiments de la rue. Mais précisément son toit était couronné de cette girouette en forme de poisson qu'on voyait sur la photo envoyée par Morpheus dans le chat. Les détectives comprirent. L'ombre virtuelle s'était connectée pour la première fois avec une adresse réelle. Dans cette maison vivait Madame Riley, une veuve qui avait perdu son mari depuis longtemps et menait une vie tranquille et retirée. Les voisins la connaissaient comme une femme qui sortait à peine de chez elle. Elle allait rarement faire des courses. Généralement, les voisins ou connaissances lui apportèrent de la nourriture. Mais bien plus de questions soulevaient son fils, Cormac Riley. Presque personne en ville ne le connaissait. Même ceux qui étaient allés à l'école avec lui ne se souvenaient que vaguement de lui. Il ne fut jamais au centre, ne participa pas aux événements scolaires, n'apparut pas aux jeux sportifs et n'avait pas de cercle d'amis. La police commença à compiler sa biographie. Cormac naquit et grandit à Ballynock, fréquenta St. Jude's, mais contrairement à beaucoup de camarades de classe, ne réussit pas à être admis dans une université. La tentative d'obtenir une place à la faculté d'informatique à Cork échoua. Après cela, il resta dans la maison de sa mère. Il travaillait de chez lui, support technique pour une petite entreprise informatique. Les tâches étaient simples. Aider au téléphone, configurer l'accès à distance, répondre aux emails. Officiellement, il ne gagnait pas beaucoup, n'avait pas de succès de carrière. À la place, toute sa vie se déplaça graduellement vers Internet. Les voisins se souvenaient, on pouvait le voir tôt le matin quand il allait à vélo vers la côte
ou tard le soir, quand il revenait. Mais pendant la journée, il était presque toujours à la maison. La lumière dans sa chambre au 2e étage brûlait jusque tard dans la nuit. Personne ne savait ce qu'il faisait pendant ces heures. Les détectives vérifièrent son passé de plus près. Dans les dossiers scolaires, Cormac était répertorié comme élève moyen. Il ne se distinguait ni en mal, ni en bien. Mais certains enseignants se souvenaient de lui comme très renfermé, presque pathologiquement timide. L'un des pédagogues mentionna un cas où dans les classes supérieures, il essaya de se faire des amis à travers les jeux vidéo, mais fut moqué. Après cela, il se tint encore plus à l'écart des autres. Pour les enquêteurs, une image se formait graduellement. Dans la vraie vie, Cormac était une personne sans amis, sans liens sociaux, sans perspective. Mais dans l'espace virtuel, il avait tous les outils pour créer un monde où il était lui-même le maître. Ses compétences suffisaient pour utiliser VPN, proxy, anonyme et cryptage. En ville, il était un personne. Mais sur le net, il pouvait devenir quelqu'un qu'on écoutait et qu'on craignait. Particulièrement troublante fut la coïncidence temporelle. La photo avec la girouette que Morpheus avait envoyée une fois aux joueurs était clairement prise depuis la fenêtre ou la cour de la maison dans River Street. Il n'existait simplement pas d'autre endroit à Ballynock avec un tel détail. Cela ne signifiait qu'une chose. Cormac avait réellement accès à ce lieu. Quand les enquêteurs commencèrent à rassembler des informations sur sa vie quotidienne, de nouveaux détails apparurent. Sur son vélo étaient fixés des supports pour un sac à dos et un porte-gobelet. Les voisins se souvenaient qu'ils le voyaient souvent avec des gobelets jetables de The Daily Grind. Ces souvenirs correspondaient avec la pièce à conviction trouvée sur le chantier. Cela signifiait que la police avait un autre indice indirect. C'est précisément lui qui aurait pu être l'homme qui était venu là ce jour tragique avec un café à la main. Plus les enquêteurs creusaient, plus il devenait clair, Morpheus n'était pas un adolescent, ni un ex-petit ami vengeur. C'était un homme adulte, socialement discret, mais assez intelligent et retiré pour se cacher pendant des années derrière un écran. La silhouette avait obtenu un nom et une adresse. Maintenant, Morpheus n'était plus une légende abstraite du net. La police avait une personne concrète, Cormac Riley, et la prochaine étape devait être l'obtention d'un mandat de perquisition pour regarder dans sa maison et vérifier si les suppositions correspondaient à la réalité. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les enquêteurs arrivèrent tôt le matin dans River Street. La maison avait l'air comme toujours. Rideaux sombres, murs qui s'écaillaient, silence. Mais à l'intérieur, tout était différent. Quand une femme âgée ouvrit la porte, apparut directement derrière elle, lui, Cormac Riley. Pâle, mal rasé, dans un t-shirt usé. Il semblait qu'il n'était même pas surpris par la visite de la police. Il regardait droit devant, mais ses yeux révélaient fatigue et méfiance. La perquisition commença rapidement. La chambre au 2e étage attira immédiatement l'attention. Un ordinateur avec 2 moniteurs, des câbles, un routeur, des piles de CD et de clés USB. Sur la table, des gobelets vides de The Daily Grind. Pas un ou deux, des dizaines. Emballés dans des sacs, ils devinrent la première preuve sérieuse. Les agents établirent exactement de tels gobelets avaient été vus par les techniciens criminalistiques sur le chantier. Cormac se comporte calmement dans les premières minutes. Quand on lui expliqua la raison de la visite, il ne fit qu'hausser les épaules. À la question directe sur Crépuscule, il répondit « Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. » Mais quand l'enquêteur lui montra la photo de la girouette qui était apparue dans les chats, son visage se contracta pour un moment. Il baissa rapidement le regard et répéta « Ce n'est pas de moi. Vous vous trompez. » Au poste commença l'interrogatoire dur. Devant lui sur la table se trouvaient des photos des gobelets, des captures d'écran des chats et une image de sa maison. Chaque fois qu'il s'agissait de Morpheus, il niait catégoriquement. « Ce n'était pas moi. Je n'ai forcé personne. Je n'ai pas écrit ces messages. »
Sa voix devenait plus aiguë, il commença à parler plus vite, parfois de façon confuse. Mais les démentis changèrent peu de choses. La police avait déjà des correspondances directes. Le lieu, les détails, la pièce à conviction du chantier et des dizaines des mêmes gobelets dans sa chambre. Même si Cormac continuait à jouer le rôle de quelqu'un de non impliqué, les faits le reliaient de plus en plus à cette soirée. Pour les enquêteurs, ce fut la percée décisive. Le curateur virtuel avait enfin obtenu un visage réel. Il n'y eut pas d'aveux officiels, mais la preuve trouvée dans sa maison le reliait fermement à l'histoire de Crépuscule. Maintenant, la tâche des enquêteurs consistait à rassembler des preuves numériques et montrer que Cormac n'était pas seulement un témoin, mais qu'il contrôlait le jeu qui avait mené Aoif jusqu'à la fin. L'interrogatoire de Cormac dura des heures. Il se défendait, disait qu'il ne connaissait aucune Aoif, niait sa participation au jeu et tentait de montrer une indifférence complète. Ses phrases étaient courtes. « Ce n'était pas moi. Je ne sais rien. C'est une erreur. » Mais les enquêteurs attendaient trop patiemment le moment où le mur défensif se fissurerait. Ils savaient qu'ils avaient une preuve qui laissait à peine de place aux manœuvres. Le point culminant arriva quand ils posèrent une photo imprimée sur la table. Un graffiti ordinaire, des lettres noires sur un mur gris. À première vue, rien de spécial. Mais dans le coin supérieur de l'image, on voyait le toit d'une maison et précisément cette girouette en forme de poisson. L'enquêteur l'y amena lentement. D'abord, il lui rappela que précisément ce fichier avait été envoyé par Morpheus comme exemple de tâche dans le chat. Puis il demanda « Êtes-vous sûr que vous ne voyez ici qu'un dessin ?» Cormac ne répondit pas, haussa seulement les épaules. Alors l'enquêteur découvrit une seconde feuille, une photo de sa maison depuis la rue, sur laquelle on voyait la même girouette de l'extérieur. L'angle de vue correspondait parfaitement. Cette fois, Cormac ne put cacher sa réaction. Il détourna rapidement le regard, puis se pencha en avant comme s'il voulait examiner les images de plus près, mais se rejeta immédiatement en arrière. Ses mains tremblèrent, et pour la première fois pendant tout l'interrogatoire, il perdit son sang-froid. « Ce n'est pas une preuve, dit-il. De telles photos peuvent m'en se trouver partout. » L'enquêteur expliqua calmement. « Non, cette prise a été faite depuis votre chambre. L'angle de vue correspond au centimètre près. Nulle part ailleurs dans la ville, il ne peut être reproduit. » Pour renforcer les faits, les policiers montrèrent l'expertise technique des experts. Il y était indiqué que le fichier avait effectivement été nettoyé de métadonnées, mais des caractéristiques uniques étaient à rester. La ligne du toit, la position de l'antenne, l'angle d'incidence de la lumière. Toutes les correspondances pointaient vers un seul endroit, sa maison. Pour une personne qui pendant des années avait construit son anonymat, ce fut un coup. Après ces mots, Cormac se tut. Le silence dura presque une minute, et il fut plus fort que toute justification. Il ne discutait plus, ne niait pas directement, répétait seulement à voix basse « Vous ne prouverez pas que j'ai écrit cela. » Mais même cette phrase sonnait comme un aveu. Dans sa voix, la certitude avait disparu, et pour la première fois, il devint clair. Il avait compris que le jeu était fini. Les enquêteurs firent une pause et revinrent au gobelet de The Daily Grind, trouvé dans sa chambre. Les mêmes gobelets, sur le chantier et chez lui. Une photo prise exactement depuis sa fenêtre. La chaîne de correspondance était trop dense pour être un hasard. Ainsi, sa défense s'effondra. Il ne pouvait plus être l'esprit du net, comme avant. Maintenant, Morpheus avait un nom, une adresse et une preuve qui reliait ses actions virtuelles à la vie réelle. Pour la police, ce fut une vraie percée. D'un chat anonyme, ils étaient arrivés à une personne concrète qui pouvait être tenue responsable. À ce moment, il devint clair que le plus important était encore devant eux. Rassembler pièce par pièce les preuves de comment exactement il avait contrôlé le jeu et poussé les participants à des pas dangereux. Quand les enquêteurs le confrontèrent finalement aux faits, Cormac s'effondra. Pas bruyamment ni dramatiquement, sans drame.
Il baissa simplement la tête et dit à voix basse « Oui, c'était moi ». Les mots sonnaient fatigués, comme s'il avait lui-même attendu le moment où son jeu s'effondrerait. Avec ces aveux commença une nouvelle phase, la conversation sur les motifs. Les enquêteurs comprirent, avouer être le créateur de Crépuscule n'était que la moitié de la vérité. Maintenant, il fallait comprendre pourquoi il avait fait cela et ce qu'il voulait exactement des dizaines de personnes qui jouaient selon ses règles. Dans les procès-verbaux sont conservées ses explications. Il parla longtemps, parfois de manière confuse, mais le sens était le même. Dans la vraie vie, il était un moins que rien, et dans la vie virtuelle, il devint le centre d'attention. « J'ai toujours été invisible », dit-il. À l'école, personne ne me remarquait. Je m'asseyais dans le coin. J'écoutais comment les autres parlèrent de fêtes, de projets, de voyages. Je n'en ai jamais fait partie. Il parla du fait que pendant des années, il avait vécu avec sa mère dans une maison, travaillé depuis chez lui et n'avait communiqué avec personne de la ville. Pour eux, je n'existais pas. J'étais superflu. Précisément dans ce vide, selon ses mots, naquit l'idée du jeu. Il commença avec des tâches simples. Peindre un signe, se photographier la nuit à un endroit spécifique. J'aimais voir comment il faisait ce que j'avais inventé. C'était la confirmation que je les contrôlais. Il admit qu'il commença graduellement à prendre plaisir au fait que les jeunes faisaient tout pour la reconnaissance de Morpheus. Lors de l'interrogatoire, il décrivit le moment où il ressentit un vrai pouvoir pour la première fois. Un garçon dit qu'il ne voulait pas accomplir la tâche. Je lui écrivis qu'il était un faible et n'avancerait pas. Et le lendemain, il envoya une photo avec l'accomplissement. Je compris que je pouvais les presser avec des mots et ils obéiraient. Graduellement, les tâches devinrent plus dures. Il affirmait vouloir tester les limites. C'était comme une expérience. Jusqu'où peut-on aller? Où s'arrêteront-ils? Mais en même temps, il admit, Aoif était spéciale. Elle accomplissait tout sans hésitation, rapidement, avec confiance. Elle était la meilleure. Les autres l'admiraient. Je vis qu'il voulait être comme elle. Quand il s'agit du dernier niveau, Cormac tenta de se justifier. « Je ne voulais pas qu'elle parte, dit-il. Je pensais qu'elle aurait peur, qu'elle s'arrêterait au dernier moment. C'était un test de loyauté. » Il répétait sans cesse qu'il n'avait pas planifié un dénouement tragique. Pour lui, selon ses mots, cela resta un jeu. Mais dans ses propres mots, il y avait une contradiction. Il niait l'intention directe, mais admettait qu'il poussait consciemment les gens à des actions dangereuses. Je voulais voir la peur dans leurs yeux. Je voulais savoir que j'avais un pouvoir que je n'avais jamais possédé dans la vie, dit-il. À la fin, l'enquête obtint le plus important. Cormac Reilly avoua officiellement qu'il était Morpheus et qu'il avait créé Crépuscule. Son motif était le désir de compenser sa propre solitude et insignifiance par un sentiment de contrôle sur les autres. Mais en même temps, il tenta jusqu'à la fin d'écarter de lui la responsabilité pour le final, affirmant qu'il n'avait pas voulu une telle fin. Pour la police, ses aveux furent un tournant. Le jeu virtuel avait un auteur concret et l'enquête avait enfin une compréhension de pourquoi tout cela avait été créé. Il ne restait qu'à rassembler les preuves pour que ces mots ne restent pas vides, mais deviennent une accusation devant le tribunal. Les enquêteurs assemblèrent la mosaïque de la soirée du 15 octobre, littéralement minute par minute. Pour cela, ils durent combiner des données d'opérateurs mobiles, des témoignages de témoins, des caméras de surveillance et ce que Cormac lui-même avait dit lors des interrogatoires. Tout cela devint une chronologie qui réfutait complètement ses démentis initiaux. À 18h12, le téléphone d'Aoif quitta le réseau Wi-Fi domestique et enregistra un mouvement vers la banlieue sud de la ville de Ballynock. Elle suivit une route habituelle, par des ruelles étroites vers la falaise, où depuis plusieurs années, le chantier Ballynock Marina était vide. En chemin, elle fut vue par 2 témoins, une voisine qui la rencontra à l'épicerie
et un conducteur qui l'a reconnu au détournement vers la route côtière. Tous deux confirmèrent qu'elle semblait concentrée et ne téléphonait pas. Au même moment, à 18h20, des caméras sur la rue principale ont capté la silhouette de Cormac. Il roulait à vélo, une poche en papier à la main. Comme cela fut confirmé plus tard au café The Daily Grind, il y avait du café dans le sac. Les baristas se souvenaient bien de lui, silencieux, nerveux, toujours la même commande. Cette visite n'a duré que quelques minutes avant qu'il ne parte vers le sud, dans la même direction qu'Aouif. Cormac a admis qu'il était arrivé sur le chantier environ 20 minutes plus tard. Il a laissé son vélo dans les buissons derrière la clôture, puis il a continué à pied et s'est posté derrière un tas de dalles de béton, d'où il avait une vue sur la zone centrale. C'est là qu'il a été témoin des dernières actions d'Aouif. Il l'a vu sortir son téléphone de sa poche, ouvrir l'écran et s'y attarder quelques minutes. Puis elle a attaché la corde à une barre métallique. Il a raconté qu'à ce moment-là, il n'avait pas l'intention d'intervenir, car il pensait que cela faisait partie du jeu. Quand tout fut fini, il sortit de sa cachette. Il alla d'abord vers son smartphone. Là, ses actions ne correspondaient un tout plus à ses propres mots sur la non-intervention. Il déverrouilla l'appareil, ouvrit la messagerie cryptée et supprima l'historique des discussions avec le pseudonyme Morpheus. Après cela, il ouvrit les notes et écrivit un court texte. « Je n'en peux plus. Pardonnez-moi. » Les enquêteurs l'ont établi par une expertise médico-légale. L'heure de création de la note ne correspondait pas aux autres activités du téléphone. Ensuite, il a posé l'appareil sur le bloc de béton de manière à ce qu'il paraisse une découverte naturelle. Il a bu son café et a laissé la tasse négligemment sur le même bloc. Ce geste imprudent est finalement devenu son erreur. C'est précisément cela qui a mené la police à sa maison. Après cela, Cormac retourna à son vélo et quitta le chantier. À 19h05, son téléphone se reconnecta au Wi-Fi de la maison de River Street. Les données de l'ordinateur portable ont montré qu'il s'était connecté vers 19h20, avait ouvert des emails et plusieurs sites web pour donner l'impression d'une soirée normale. Pour les enquêteurs, il s'agissait d'une chaîne entièrement reconstituée. Aouif est arrivé sur le chantier sur les instructions de Morpheus. Cormac a observé depuis une cachette, puis est intervenu personnellement sur les lieux pour falsifier l'image d'un suicide. Il n'a pas seulement observé, il a délibérément supprimé des preuves et créé une fausse version des faits. La police disposait désormais d'une chronologie complète. Chaque étape était confirmée, son itinéraire par géolocalisation, son parcours par les caméras, la tasse comme preuve matérielle, le téléphone comme preuve numérique. Tout s'accordait. La soirée du 15 octobre n'était plus un mystère obscur. Les enquêteurs savaient exactement ce que Cormac Reilly avait fait et comprenaient que cette reconstitution serait l'argument central devant le tribunal. Le procès dans l'affaire Cormac Reilly a débuté à l'été 2020 et est immédiatement devenu l'événement le plus sensationnel du comté. Ballynock est une petite ville où les nouvelles se propagent plus vite que les mouettes au-dessus de la baie, et cette fois, tout le monde ne discutait qu'une seule chose. Quel serait le verdict? Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue dès le premier jour. Reilly était sur le banc des accusés, affaissé, levant à peine la tête. Parfois, il prenait des notes sur une feuille de papier, mais le plus souvent, il fixait simplement un point. Sa mère était présente à presque toutes les sessions, assise tranquillement dans un coin, essayant d'éviter le regard des journalistes. L'accusation a construit son argumentation avec dureté. Les procureurs ont présenté des journaux de discussion qui ressemblaient à un manuel étape par étape de pression psychologique. Libère l'obscurité. Tu dois prouver ta force. Un lâche ne mérite pas de faire partie du jeu. Ces phrases ont été répétées des dizaines de fois dans la salle. Les experts ont expliqué. De telles formulations agissent comme une suggestion. Elles ne laissent pas de choix, mais poussent seulement à l'action. L'accusation a souligné. Ce n'étaient pas des remarques aléatoires, mais un travail systématique visant à la soumission. Ils ont également montré les preuves techniques.
La photo avec la girouette, prise depuis la fenêtre de sa chambre. Les messages supprimés sur le téléphone d'Aoif, que les experts avaient récupérés à partir de traces dans le système. Les tasses de café, retrouvées par dizaines chez lui. Chaque preuve confirmait. Cormac n'était pas un observateur désintéressé, mais une personne qui, pas à pas, a créé les conditions de la tragédie. La défense a brossé un tableau complètement différent. L'avocat a admis, oui, Riley avait créé le jeu, mais il n'avait jamais écrit d'ordre direct. Il ne lui a pas dit « fais ça ». Il a créé une atmosphère, et une atmosphère n'est pas un ordre, a déclaré l'avocat. Selon la défense, Cormac voulait se sentir important, mais ne s'attendait pas à ce que ses mots mènent à une fin tragique. Il voulait tester les limites. Il voulait voir une réaction. Mais il n'avait pas planifié de tragédie. Le tribunal a également entendu des psychologues. Ceux-ci ont confirmé, le jeu était construit comme un système. Il donnait aux participants un sentiment d'appartenance et en même temps brisait leur résistance. Pour un adolescent en quête de reconnaissance, il était pratiquement impossible de refuser les tâches. L'un des experts a déclaré « C'est un exemple classique de manipulation. Ici, il n'y a pas besoin d'ordre direct. Un environnement bien construit suffit pour qu'une personne fasse ce qu'on attend d'elle. » Une attention particulière a été accordée à la reconstitution des événements du 15 octobre. Un rapport détaillé a été présenté au tribunal. L'itinéraire d'Aoif selon les données téléphoniques, les mouvements de Riley capturés par les caméras, sa présence sur le chantier et ses actions ultérieures. Cela est devenu le point décisif. Cormac ne se contentait pas de contrôler depuis l'ombre, mais a également falsifié personnellement l'image des événements en supprimant l'historique des discussions et en laissant une note dans les enregistrements du téléphone. Lorsque l'accusé a pris la parole, il a de nouveau nié toute intention directe. « Je ne voulais pas sa mort », a-t-il dit. « Je pensais qu'elle aurait peur, qu'elle arrêterait. » Mais les mots sonnaient faibles face aux preuves. Le tribunal avait devant lui un homme qui poussait consciemment les participants à des actions dangereuses et regardait sans intervenir. Le verdict a été lu pendant longtemps. Le juge a commencé par l'analyse des preuves, traces numériques, preuves matérielles, aveux. Puis il est passé à la qualification juridique. Il a souligné qu'il n'y avait effectivement pas d'ordre direct, mais que l'ensemble du jeu était construit comme un système d'incitation à des actions dangereuses, et que la fin n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de ce système. Le verdict était clair. Cormac Riley a été reconnu coupable d'homicide involontaire par pression psychologique et incitation. Le tribunal a prononcé une peine de 22 ans de prison. Le silence régnait dans la salle. Pour les habitants de Ballinock, c'était un point final symbolique. Une histoire qui avait commencé comme une rumeur sur un jeu secret s'est terminée par une décision stricte de la loi. À partir de ce moment, Crépuscule a cessé d'être une légende urbaine. C'est devenu une affaire officielle, avec des protocoles, des preuves et un verdict. Ballinock a longtemps discuté de chaque détail, mais la fin était claire. Le marionnettiste, caché derrière le pseudonyme Morpheus, avait reçu sa punition. L'histoire de Crépuscule ne s'est pas arrêtée le jour du verdict. Pour Ballinock, cette affaire est devenue une cicatrice qui a mis du temps à guérir. La petite ville, habituée au calme et à une vie paisible, s'est retrouvée soudainement à la une des journaux. Des journalistes de tout le pays sont venus, et pendant des mois, le nom de Cormac Riley a été prononcé plus souvent que le nom de la ville elle-même. Après la lecture du verdict, l'école Saint. Jude a organisé une assemblée avec les élèves et les parents. La direction de l'école a admis, ils n'avaient pas reconnu l'ampleur du problème. Beaucoup de jeunes avaient participé au jeu, mais avaient eu peur d'admettre qu'ils avaient accompli des tâches. Des psychologues ont travaillé pendant des semaines avec les classes, expliquant que ce n'était pas leur faute de ressentir la pression et de succomber aux manipulations. Certains participants au jeu ont fait des déclarations anonymes, et leurs récits n'ont fait que confirmer
Crépuscule avait pénétré plus profondément qu'il n'y paraissait au début. La famille Daoif n'est pas apparue aux audiences jusqu'à la fin. Ils ont évité la presse, refusé les interviews. Les voisins ont dit que la maison était devenue silencieuse, comme si elle était fermée à tous. Sa mère, lors d'une conversation avec des journalistes, n'a prononcé qu'une seule phrase. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé dans sa tête ce soir-là. Cela est resté leur tragédie personnelle, dans laquelle personne n'avait le droit de s'immiscer. Pour la ville elle-même, les conséquences étaient palpables partout. Le chantier abandonné Ballynock Marina a été entouré d'une haute clôture. Les jeunes locaux n'y allaient plus. Le café, The Daily Grind, où Cormac achetait ses tasses, a également changé. Les baristas ont admis qu'au début, il leur était difficile de verser du café dans les mêmes tasses blanches, qui étaient devenues une pièce à conviction. Mais la conséquence la plus importante a été la peur du réseau. Les parents ont exigé plus de contrôle d'Internet de la part des écoles et des autorités. Les journaux ont fait état de dizaines de jeux similaires dans toute l'Europe, et Ballynock est devenu un exemple de la facilité avec laquelle la manipulation virtuelle peut s'infiltrer dans la vie réelle. Et pourtant, même après le verdict, une question est restée sans réponse, que personne n'a vraiment pu clarifier. Le dernier message sur le téléphone d'Aoif avait été supprimé. Les experts ont confirmé, il avait existé, mais son texte n'a pas pu être récupéré. C'était peut-être une instruction de Morpheus. C'était peut-être ses propres mots que personne ne lira plus. Ainsi, dans cette affaire, une ombre d'incertitude est restée. Et c'est précisément ce qui fait de l'histoire de Crépuscule une véritable histoire de crime réel. Il y a un verdict. Le coupable a été trouvé. Mais nous ne saurons jamais complètement ce qui s'est passé exactement au moment où le jeu virtuel est passé à la réalité.